parle d'actualité de la semaine avec Myriam Segal qui est au Saguenay, Frédéric Bérard qui est tout près de moi, Martin Pouliot qui est à Trois-Rivières. Alors, Frédéric Bérard, cette semaine, dans l'actualité également, on a vu que Richard Henry Bain, celui qui a créé l'attentat à Montréal lors du rassemblement du PQ aux élections, a téléphoné à un poste de radio de Montréal, CJD en anglais, et il a fait une sortie. Et ils ont diffusé ses propos. Comment vous avez trouvé ça? Bon, de toute évidence, si j'avais été son avocat, je lui aurais pas suggéré de faire une chose semblable. Là, quand quelqu'un est accusé d'un crime aussi grave, de toute évidence, on ne va pas en discuter à la radio. Ça, c'est la première chose. Du reste, je suis un peu ambivalent, bon, parce que je comprends la question de la liberté de presse, je comprends pourquoi la station de radio, évidemment, c'est un coup fumant, ça va de soi, a diffusé l'entrevue en question. Mais d'un autre côté, je me demande si on donne pas de l'importance et de la visibilité, hein, par définition, à quelqu'un qui, du moins à l'heure actuelle, est dans une drôle de situation. Donc, d'un point de vue juridique, je pense que pour lui, bon, il a pris un risque assez énorme, merci. Et pour le reste, il reste à sous-peser la question de la liberté de presse et justement là Alors, Martin, vous travaillez à la radio, vous recevez un coup de téléphone de M. Bain, vous le passez ou pas? Sans aucun doute. Sans aucun doute, je le prends. Est-ce que c'est d'intérêt public? La question est là. Et oui, c'est d'intérêt public. Le reste, est-ce qu'il a été conseillé par son avocat de le faire ou pas? Est-ce qu'il a suivi son conseil? C'est pas tellement ma responsabilité. Mais tout le monde a varlopé le poste de radio en disant que c'était irresponsable de donner à cet individu-là, responsable d'un mort, l'antenne. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense qu'il y a une responsabilité qui incombe à l'intervieweur de limiter, d'encadrer l'entrevue. Là, à un moment donné, il y a cette part de responsabilité-là, mais moi, je suis convaincu que si on est capable d'établir que l'individu qui t'appelle, c'est bel et bien celui qu'il prétend être, moi, je pense que c'est d'intérêt public d'aller au moins entendre ce qu'il a à dire. Et je le prends sincèrement tout de suite. Ils ont diffusé une partie, pas tout le témoignage. En direct. Je le prends en direct. Là, sans aucun en direct? Ah oui. Ah oui. Wow. Myriam? Même chose que Martin. Je le prends en direct sans l'ombre du début du commencement d'une hésitation, en autant qu'on a confirmé son identité, bien sûr. Pour plusieurs raisons. D'abord, le public est pas con. Il est capable d'entendre, il est capable de juger. S'il ne veut pas entendre, il peut fermer son poste de radio, ça prend à peu près 1/10 de seconde. Et s'il veut entendre, il a le droit de le faire. Que Bain choisisse de s'exprimer, moi, quelque part, ça me réjouit, parce que la question qui me hante depuis ce fameux soir du 4 septembre, c'est était-il un fanatique et donc un meurtrier à la Breivik, ou est-il simplement un malade mental? À partir du moment où il appelle un poste de radio et qu'il commence à défendre des opinions politiques d'une manière tant soit peu cohérente, dans mon livre à moi, ça devient clair que c'est un fanatique, un vulgaire meurtrier. Rien de plus. Ou même incohérente, mais au moins il vient d'établir, en tout cas dans l'œil du public, qui il est. Et ça, je pense que c'est d'intérêt public. Oui. Est-ce que ça le sert bien? Ben, quelque part, c'est pas vraiment notre problème parce qu'il a pris la décision d'appeler. Est-ce que son avocat a de la stime qui lui sort par les oreilles? Probablement. Là. Mais en dehors de ça, je veux dire, comme personnalité médiatique, moi je dis, ce genre de truc-là, je le prends demain matin, ça sert le public, ça sert l'auditoire. Moi, je fais pas de la radio pour moi, j'en fais pour les gens qui écoutent et ça va les servir. Et vous serez pas surpris d'apprendre que moi aussi, je l'aurais présenté. Oui, hein? C'est parce évident. que justement, c'est ça l'essentiel. Puis souvent, quand tu entends une critique, oui, mais pourquoi tu lui donnes du temps d'antenne? Du temps d'antenne, si tu trouves que tu es un imbécile, ben, tu auras fait le choix. Puis, en l'occurrence, si tu trouves que, c'est comme dit Myriam, c'est un fanatique plutôt qu'un fou, ben là, tu auras une idée beaucoup plus précise et beaucoup plus fondée si tu l'as entendu plutôt que tu le lis dans le journal. Vous savez, Denis, il y a une tendance lourde à dire « Oh, le peuple n'est pas assez mûr pour entendre certaines choses, il faut lui voiler les oreilles. » Moi, je trouve ça très infantilisant et très méprisant pour les gens que de choisir à leur place ce qu'ils ont le droit d'entendre et ce qu'ils n'ont pas le droit d'entendre. Je suis tout à fait d'accord. Je suis obligé de dire ça parce que malheureusement, on traite le public en idiot alors qu'il y a certaines opinions qui sont exprimées dans le public qui... Frédéric a des doutes ici. Là. Ah, ouais, ben ça, c'est l'avocat qui parle? Oui, ben, l'avocat du diable dans ce cas-ci, parce que là, vous êtes 3 animateurs, donc vous gagnez votre vie avec ça, je comprends tout à fait le point, mais puis je pense pas qu'il y a personne qui prend la population pour imbécile, mais que vous dites que ça sert absolument le public, j'aimerais savoir en quoi. Moi, j'ai toujours pensé que la vérité était la meilleure façon de une entrevue de Richard Bain vous indique
où se trouve en fait la vérité dans ce cas-ci? Une entrevue de Richard Bain nous permet de mesurer le type d'individu qu'il est. Et après au-delà des psychiatres payés pour aller témoigner. Et après l'entrevue qu'il a donnée, quel type il est? Pour moi, c'est un fanatique. Okay. Donc, c'est pas un fou pour toi, là. Et vous basez sur quoi? Sur l'impression qu'il m'a donnée. Maintenant, je vais attendre le procès. Je vais voir ce que la justice en fait. Mais moi, comme membre du public, il me semble que je suis un petit peu plus éclairé après l'avoir entendu. De toute façon, vous voulez, je comprends, Frédéric, que vous vous placiez dans cette position-là, mais au-delà de ça, c'est un fait qui a retenu l'attention, qu'il y a une capacité, pas une capacité, mais plutôt il y a un pouvoir d'attraction de l'auditoire. Notre job, c'est aussi ça. C'est pas simplement du sensationnalisme. C'est pas du sensationnalisme. Tu es en train de dire que tu as fait ça juste les codes d'écoute. On est capable de se trouver 36 000 sujets, puis les codes d'écoute, c'est pas ça. La question, c'est que le gars t'appelle, puis tu dis, ah, il est fou, il est pas fou, on va le voir. C'est ça la question. Il y a 100 000 de rating ou 30 000. Et je vois pas comment on sert mieux le public en le cachant puis en disant non, je le prends pas. Il m'appelle, mais je vais le tasser dans un coin. Je vois pas comment je sers mieux le public. Moi, ce que j'ai entendu, comme quand on est à peu près, c'est rare qu'on est du même avis, mais j'ai entendu beaucoup plus l'avis de Frédéric là-dessus. La plupart des commentateurs disent que ça n'a pas de bon sens de le passer. Ben, je dis pas que ça n'a pas de bon sens. Je dis seulement que en quoi on sert le public, franchement, j'en doute parce que aux dernières nouvelles, il y a personne ici qui est psychiatre. Ça changera rien au procès. Et tout à l'heure, Myriam, si vous me permettez, votre argument par rapport au film de M. Dumont, c'était justement, ça donnait absolument rien, c'est un docu-fiction, c'est dangereux, il y a une certaine entrave, si on peut dire, avec le processus de justice, alors que vous encouragez une entrevue de quelqu'un qui est accusé à cette étape-ci et qui n'a pas encore subi son procès. J'aurais n'importe quand fait des entrevues avec Michel Dumont. Ce que je reproche au film, c'est d'avoir joué sur les deux tableaux, la fiction et le documentaire. Mais faire une entrevue avec Michel Dumont n'importe quand. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on parle de la première semaine du gouvernement péquiste. Comment vous l'avez trouvé, Martin? Oh mon Dieu, on est dans un drôle de bateau, je vais te dire. Comment ça? D'abord parce que Pauline Marois a démontré qu'elle parle des deux côtés de la bouche. Quand elle était à l'opposition, elle criait au meurtre contre Jean Charest qui utilisait le bâillon pour gouverner. Et là, elle gouverne par décret parce qu'elle n'a pas la majorité en chambre. Alors, est-ce que c'est tellement mieux sur le plan démocratique? Je suis pas convaincu. En Mauricie, vous comprendrez que ça hurle, mais pas à peu près, de ne pas avoir un ministre, alors que région comparable avec le Saguenay sur le plan économique, sur le plan de la population, il y a 4 des 5 élus là-bas qui ont des charges ministérielles. On va vous dire une affaire, il y a des gens en Mauricie qui regardent ou qui font la gueule sûre. Myriam sourit parce qu'elle, des ministres, elle en a. Ben oui, d'une part. Regarde, depuis le temps que les Bleuets ont envahi Montréal sans le dire, maintenant c'est officiel, puis c'est tout. Il n'y a pas plus de scandale à avoir 3 Bleuets au Conseil des ministres qu'il n'y avait de scandale à avoir un ministre des Forêts qui était du cœur de Montréal, là. C'est un espèce de retour du balancier et c'est sûr que la charge va être grosse pour les ministres de notre région de prouver qu'ils sont capables de gérer et d'avoir une vue d'ensemble de la province. Je trouve qu'elle leur a mis la marche haute, particulièrement à Sylvain Gaudreault qui a 2 gros ministères, Affaires municipales et Transport. Maintenant, oui, effectivement, au Saguenay, on porte pas à terre. Frédéric. Oui, en fait, pour répondre à Martin, où tu expliquais que Mme Marois parlait des deux côtés de la bouche, peut-être d'un point de vue forme, d'un point de vue procédure. D'un point de vue fond, par contre, je suis moins certain. Elle a pris quand même des décisions assez courageuses et qui étaient conformes au programme du Parti québécois en pleine campagne. L'abolition de la loi 12, l'abolition de la hausse, la fermeture de Gentilly. On oublie évidemment les gaz de schiste. Qu'on soit d'accord ou pas avec ces positions-là, je pense qu'on doit admettre que Mme Marois a non seulement rempli ses promesses en date d'aujourd'hui, mais ça prenait quand même un certain courage. Oui, ça prenait du courage pour peut-être les proposer, se faire élire. Elle a gagné et il faut lui reconnaître ça. Il n'y a pas de problème là. Mais moi, je parlais évidemment de la forme. Oui, c'est ça. Et je ne parlais pas du fond. Sur le fond, je suis pas d'accord avec elle, mais elle a gagné. Alors, mais qui a gagné, Mme Marois ou les étudiants? Parce qu'ils ont gagné, il n'y a pas de hausse, mais en plus de ça, ils ont la bonification que Jean Charest leur avait donnée pour contrebalancer.
financer la hausse. Je trouve ça scandaleux, mais enfin, regardez, il y a quand même les 2/3 des Québécois qui n'ont pas voté pour ça. Là, et je veux dire, ça reste encore... on pourra se poser la question de savoir si c'est le système qui le permet, mais c'est quand même vrai. Là. Oui, mais le 2/3 en démocratie, je veux dire, avec le système multipartisan multipartite dans lequel on vit présentement, ça arrive fréquemment, c'est la même chose à Ottawa. Et puis pour le reste, je dirais que vous avez tout à fait raison par rapport à la forme, je reviens encore avec ça, mais quant au fond, au nombre de fois qu'on dit que les politiciens ne tiennent pas leurs promesses, là, Mme Marois a tenu, sauf erreur, peut-être ses 5 promesses les plus importantes le jour 1. Je vois mal en quoi on peut critiquer. Myriam, en terminant, rapidement. D'abord, je suis un peu déçu qu'elle se soit laminée à ce point-là devant les étudiants, qu'elle annule la hausse, elle l'avait promis, avait pas promis d'appliquer les bonifications du régime des prêts-bourses. Elle s'est vraiment laminée devant les étudiants. L'autre chose qui me déçoit, c'est le gag que tous les gouvernements, tous les nouveaux gouvernements nous font, c'est « Oh mon Dieu, les finances publiques sont pires qu'on pensait ». Et voilà. Ça, c'est un gag là que je suis tannée d'entendre et qui sonne faux. Ben, ça, c'est éternel et c'est de tout temps et c'est de tous les systèmes à travers le monde. Merci à vous trois d'avoir participé à l'émission. Restez là au retour. Une Lavalloise est devenue mère à 55 ans pour avoir fait affaire avec une clinique de procréation assistée au Mexique. Alors, la question qu'on se pose, 55 ans, c'est pas un peu trop vieux pour avoir des enfants, surtout quand on est une femme après la pause. Saviez